Dessins originaux, tu vois, qui sont voilà, tu vois. Qui sont à l'origine. Qui sont à l'origine. Donc, montre-moi les dessins originaux, c'est ceux-là, bien sûr. Ouais, après ça c'est des dessins que j'ai pas utilisés. Ouais. Mais voilà. C'est d'autres. J'ai pris voilà. Oui, après c'est des dessins que j'ai fait à partir de photos de grands maîtres. Donc alors ça c'était un photographe érotique japonais des années 70. Oubliez le nom. Avec celle-là, enfin ça après je l'ai retravaillé, je l'ai retouché, mais C'est intéressant. et puis celle-là, ça c'est Paolo Roversi. Et alors, redis-moi la Tour Eiffel, l'histoire de la Tour Eiffel. Oui, alors donc en fait j'ai utilisé, comme j'avais pas beaucoup de temps pour faire ces robots, j'ai utilisé des dessins que j'avais déjà fait de nus comme ça. Et dans la nuit, je me suis dit non, j'aurais pas le temps de faire tous les rouages pour faire un robot, une femme robot. Et j'ai repensé, je me suis dit, et si je faisais des photomontages et des collages comme les surréalistes du mouvement surréaliste, voilà, 1914, 1920. Et donc j'avais un immense livre dont je voulais absolument faire quelque chose qui regroupait la totalité des plans de fabrication de la Tour Eiffel par Gustave Eiffel. Donc j'ai tous les plans de la Tour Eiffel jusqu'au dernier rivet. Et donc il y a des planches qui sont magnifiques sur notamment tous les systèmes d'élévateurs et d'ascenseurs. Donc en fait j'ai pris en photo les pistons des plans, je les ai importés sur l'ordinateur, je les ai découpés sous Photoshop et je les ai collés sous Photoshop. Et après j'ai réimprimé les dessins et j'ai peint. J'ai refait les noirs, j'ai repeint les noirs, je les ai sortis en blanc et j'ai repeint tous les noirs et j'ai refait le tracé à l'encre sur certaines parties des dessins. D'accord, donc par exemple sur ce personnage, tout le détour, tout ce qui est à l'encre là est Je l'ai repeint. Tu as repeint par-dessus. C'est-à-dire que je suis reparti par exemple de cette impression-là et j'ai repeint, j'ai refait les tracés, j'ai repeint pour avoir un noir peint en fait. Donc c'est une sorte de technique mix. C'est du dessin retravaillé, recomposé, repeint. Dune, Frank Herbert, le djihad butlérien, la grande guerre contre les machines a déjà commencé. Alors, bonjour, je suis Stéphane Levallois, je suis dessinateur, je travaille essentiellement beaucoup pour les gros films américains, les blockbusters. Depuis à peu près une quinzaine d'années, je travaille à peu près sur 70 films. Je fais beaucoup de concept art, de création, de créatures, de machines ou d'idées pour ces films. Je travaille aussi beaucoup comme storyboarder pour le luxe en France et je fais des albums de bande dessinée fantastique et de science-fiction et aussi des art toys et puis de la peinture aussi à mesure perdue. La première grande date, je pense que j'ai 4 ans à la maternelle et je découvre que je vais faire du dessin toute ma vie parce que je fais un dessin voilà, plein de couleurs qui plaît énormément à ma professeure de maternelle et qui s'extasie. Ça me donne un contentement de moi qui gonfle mon ego et je me dis bingo, c'est ça que je vais faire. La deuxième date la plus sérieuse, c'est la rencontre avec une professeure de dessin en seconde qui va vraiment me former et qui va vraiment me guider et m'apprendre à dessiner d'abord en copiant les grands maîtres, Léonard de Vinci, Michel-Ange, et puis avec une culture comme ça, l'apprentissage d'une culture très très classique.
Et puis après, l'entrée après dans les jeux vidéo, notamment en 1992, chez une première société qui faisait des jeux vidéo et qui essayait d'en faire en tout cas, qui s'appelait Cryo, une société française. Et puis après, la rencontre avec des réalisateurs comme Rémi Belvaux, C'est arrivé près de chez vous, Bruno Aveillant, pour qui je vais faire beaucoup de storyboards. Et enfin, après, la bande dessinée avec Les Humanoïdes Associés, mon premier album Noé, et puis après Futuropolis, et puis enfin l'arrivée sur l'Olympe avec des premiers travaux sur les reliques de la mort d'Harry Potter, 7 et 8. J'ai travaillé en direct avec Ridley Scott, ça a été un bonheur absolu. J'ai travaillé sur Prometheus, où là je ne l'avais pas rencontré. Et après, il m'a fait venir chez lui pour travailler j'ai storyboardé toute la première partie de Alien Covenant, le premier tiers du film, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la planète. Où j'ai designé le bébé qui sort du dos du monsieur, et des choses, voilà, on s'est bien amusé. En dessin avec Ridley Scott, qui en fait est... Hollywood se divise en deux catégories. Il y a les réalisateurs de l'ancienne génération qui aiment le dessin et le dessin traditionnel, et des réalisateurs d'une nouvelle génération qui sont par contre habitués à avoir essentiellement des concepts faits avec le digital, donc des Photoshop, donc très poussés. Ils veulent voir une image comme si elle sortait de leur film, qui n'existe pas encore, alors qu'une ancienne génération qui avait été biberonnée à Métal Hurlant et à la bande dessinée franco-belge ou comics, elle pouvait se projeter plus facilement dans un dessin. Est-ce que les artistes vont être supplantés par l'IA? Est-ce qu'il va y avoir une concurrence? Je pense que la réponse est plutôt non, puisqu'elle a déjà eu lieu. Le cataclysme a déjà eu lieu. Dès l'arrivée de l'IA, d'abord il y a eu dès l'arrivée de l'IA, il y a eu une inquiétude d'abord à Hollywood de la part des scénaristes qui avaient très peur et donc qui se sont mis en grève, suivi par la grève des acteurs qui avaient peur d'être digitalisés et qu'on ne fasse plus appel à eux. Et après, il y a eu la grève des techniciens. Résultat des courses, l'arrivée de l'IA a généré un chaos absolument indescriptible. Sur des sites comme LinkedIn, des concept artistes qui sont chevronnés, hein, je ne parle pas de débutants, hein, cherchent du travail et ils sont, comme disait la Bible, je m'appelle Légion et nous sommes nombreux. Là, c'est absolument catastrophique. L'IA, il y a une société dont je n'ai pas le nom, mais qui a employé à peu près 300 concept artistes comme moi. Ils en ont licencié 298 et n'en ont gardé que 2 qui travaillent avec les IA. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. J'essaye toujours de commencer par la mauvaise pour finir par la bonne. La guerre contre les machines, elle est, pour la finition d'une image, perdue d'avance. Ce que je pense de l'IA, c'est que c'est un progrès, c'est incroyable, c'est absolument terrifiant. Vous avez des vidéos où vous voyez des gens qui travaillent sous Photoshop depuis 15 ans et qui découvrent l'IA pour la première fois et ce qu'elle est capable de faire et qui restent absolument silencieux. C'est un peu comme Oppenheimer avec sa bombe. Il y a des gens qui, contrairement à moi, travaillent sous Photoshop. Et sous Photoshop, il y a des vidéos où on voit des jeunes qui travaillent sous Photoshop depuis des années, qui sont ce qu'on appelle des photoshoppers, et qui prennent des morceaux d'images, des morceaux de photos pour les assembler, pour faire une image très réaliste, et à qui on a montré ce que pouvait faire en 4 secondes une IA. Est-ce que c'était Midjourney, Dali, je ne sais plus. Et ces gens sont restés à peu près comme pouvait le décrire Oppenheimer quand il a vu l'explosion de sa bombe pour la première fois, le premier essai. C'est que certains riaient, d'autres pleuraient et d'autres restaient silencieux. Mais la plupart restaient silencieux. Pourquoi? Parce que c'est absolument terrifiant.
Moi, je pense que les gens de la Silicon Valley sont des gens qui considèrent, alors je ne suis pas le seul à le penser, enfin certains le pensent, qu'en fait l'être humain est une étape dans l'évolution, mais que ça ne sera pas nous, et que ça sera l'évolution, ça sera plutôt les machines. Et c'est vrai que ce à quoi on assiste, en gros, pour ce qui est de faire des images, c'est à la création d'un Dieu. On a quelque chose qui arrive et qui a la puissance, une sorte de puissance divine, et qui peut vous faire Saint-Pierre de Rome en 4 secondes. 4 secondes. Qui peut vous faire la Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant Jésus de Léonard de Vinci en 4 secondes, alors que Léonard a mis 16 ans. Et c'était Léonard de Vinci. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, l'IA, qu'est-ce que c'est? Pour moi, à mes yeux, c'est du vol. C'est de la spoliation de travail de centaines et de milliers d'artistes. Et que par contre, cette IA ne pense pas. Elle ne pense pas. L'IA ne pense pas. Autrement dit, il va y avoir une évolution. Les lois européennes disent non mais on va se protéger, on va faire des lois, on va réglementer. Il n'y a rien à réglementer. La réglementation se fait par l'argent et par le capitalisme. Et le capitalisme, c'est très simple. Le capitalisme va au moins cher. Donc entre utiliser une IA qui ne coûte rien et qui va vous faire des images qui sont quand même un peu étranges et un peu bizarres, et puis un artiste qui va prendre du temps, voilà, qui va tâtonner, qui va hésiter. Je ne sais pas moi si les investisseurs ou les gens qui mettent les sous vont hésiter très longtemps. Ce que je constate, moi et les gens avec qui je travaille, et pour qui je continue à travailler, c'est que on a quand même besoin d'artistes derrière la machine. On a quand même besoin d'artistes qui pensent l'image, qui la conceptualisent, qui la réfléchissent et qui la réagencent. Donc on va vers quelque chose qui va être peut-être un monde, peut-être moins d'artistes, mais plus de directeurs artistiques, comme c'est devenu quand même un peu la norme hein, pour tout ce qui est publicité. Mais voilà, en tout cas, moi ce que je sais, c'est qu'en art et en création, j'ai eu la chance de travailler avec Ridley Scott, j'ai eu la chance de travailler pour Juan Antonio Bayona sur Jurassic World 2 qui discutait longuement avec Steven Spielberg ou Gore Verbinski, etc. Et tous disent la même chose. En art, la seule chose qui compte, la seule chose qui prévaut, le sésame, le Graal absolu, c'est l'idée. L'IA n'a pas d'idée. L'IA est une sorte de mixeur géant qui mouline toutes les images qui ont été produites sur la planète ou en tout cas diffusées sur Internet ou dans nos photos et qui va générer un brouillard qui va se préciser et qui va vous sortir des images d'une précision et d'une qualité absolument inégalée, mais qui n'a pas d'idée. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on va continuer à avoir besoin de gens qui ont des idées et qui pensent l'image. Voilà. C'est les peintures et les peintures classiques. Quand on regarde c'est Daniel Arras qui disait, quand on regarde une peinture de Giotto, quand on regarde une peinture de Raphaël, eh bien ce sont des images qui pensent. Alors, si on veut faire un monde avec des images qui sont finalement de la bouillabaisse, qui ne nous racontent rien, mais à un moment, on va avoir besoin d'âme, on va avoir besoin d'esprit, et on va avoir besoin d'intelligence derrière ces images. Toute la question, c'est, voilà, qui gagnera? Alors, pour l'instant, j'ai encore du travail. Et j'ai encore du travail parce que je suis vraiment à la conception. C'est-à-dire qu'on m'appelle maintenant souvent, plus vraiment pour mes dessins, mais plus pour mes idées.
il faut nous trouver une idée sur un script, sur une histoire. On a une histoire qui a été écrite, il faut la mettre en image et il faut trouver des idées, il faut développer une idée. Une belle image et un beau dessin sera toujours perdant en face d'une belle image ou d'un beau dessin avec une idée. C'est l'idée qui fait la différence. Maintenant, moi, je suis vraiment à la conception, donc au concept, donc au croquis. Le petit croquis, le fameux petit croquis de Napoléon qui vaut mieux qu'un long discours. Ce qui est les corps de métier qui sont extrêmement, pour l'instant en danger, voire assassinés littéralement, ce sont les gens qui sont dans la finition de l'image. Mais là encore, je pense que l'IA doit être guidée. C'est comme une Ferrari ou une Lamborghini, mais il faut quand même un pilote, parce que sinon on va vite dans le décor. Et puis il va y avoir énormément de triches aussi. Des gens qui vont prétendre avoir fait une image, l'avoir conçue, et puis en fait c'est la machine qui l'a fabriquée. Toute la question du droit, des droits des images, est très flottante et très fluctuante, puisque maintenant les IA qui ont un développement exponentiel ne copient quasiment plus des artistes, mais elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont rentrées dans une autre phase, une deuxième phase d'évolution, où il va être même difficile de retrouver la trace des artistes de source dans ces images-là. Alors, toujours c'est dans la même lignée d'ailleurs. En gros, toi, tu es un dessinateur. Tu es quand même quelqu'un qui, dès l'origine, dessine et dessine énormément. Oui. Tu fabriques par le trait oui. des images. Beaucoup d'auteurs, d'artistes en particulier, ont un discours élaboré sur l'acte artistique lui-même. C'est-à-dire l'idée, alors je te la décris, c'est Terry Gilliam, par exemple, quand je l'ai interviewé, m'a dit « Je ne crée rien, je suis une antenne qui capte des choses ». Tu vois, c'est une description un peu métaphysique. Il capte des choses, c'est l'idée de l'artiste comme un médium. Tu vois ce que je veux dire, hein, je suis une sorte de médium. Stanislavski, lui, dans son bouquin qui s'appelle Le métier d'acteur, dit qu'il y a des moments, alors on appelle ça soit l'inspiration, soit l'illumination, soit autre chose, tu as l'impression que quelque chose passe à travers toi. C'est-à-dire c'est plus toi qui dessine, c'est plus toi qui peins, tu es dans une espèce d'état d'extase, presque métaphysique, où quelque chose, souvent la description c'est que quelque chose passe à travers nous et on est emporté dans ce processus-là. Stanislavski explique qu'on emporte tout le monde autour de nous, dans le spectacle vivant, sur le concert de rock, etc. Tout d'un coup, celui qui est pris dans cet extase-là, est-ce que toi déjà, tu connais cet état-là et est-ce que tu as un avis là-dessus et est-ce que tu pourrais le mettre justement en abîme avec les IA, avec la création via intelligence artificielle? Alors ça me fait penser à, c'était Kerouac qui arrivait à Tanger et qui venait voir William Burroughs et qui tombait sur une pièce absolument parsemée de feuilles éclatées partout, qui commence à lire Le Festin nu. Et qui lit Le Festin nu comme ça et qui dit à Burroughs, qui lui dit mais c'est extraordinaire ce que tu as écrit là. William, et William Burroughs lui répond « j'ai jamais écrit ça, moi ». Alors déjà, parce qu'il peut-être qu'il avait tellement de substances dans le corps qu'il ne s'en souvenait pas, mais c'est vrai que moi j'ai un ami réalisateur pour qui j'ai beaucoup travaillé sur les campagnes Vuitton, sur les gros films Bruno Aveillon, et qui me disait « Stéphane, ne cherche pas à penser, dessine ». Et en fait, c'est vrai que plus ça va, d'abord j'ai arrêté de penser il y a 30 ans et plus ça va et plus c'est ma main qui sait. C'est ma main qui sait. C'est-à-dire que c'est ça et ça qui travaillent. Moi je suis presque spectateur et quand je fais des bandes dessinées, un an plus tard je ne me souviens pas je me souviens mais pour moi c'est pas moi qui les a fait en tout cas. C'est vrai que le dessin fait que, et le dessin spontané, quand c'est pas un dessin trop de commande,
quand je peins ou quand je dessine quelque chose pour moi, quelque chose sort et je ne sais pas quoi. Et j'en suis le premier surpris, en fait. Donc, c'est vrai que c'était Michel Gondry qui disait « on n'a pas d'idée ». On n'a pas d'idée, les idées flottent à peu près à 1 mètre sous le plafond et c'est le même plafond pour tout le monde. Et en fait, c'est à celui, au premier artiste, qui va réussir à l'attraper. Et c'est le premier qui attrapera l'idée, qui sera le détenteur de l'idée. Mais les idées sont là et elles flottent comme ça par époque et on ne sait pas trop pourquoi et comment. Mais donc je suis un peu d'accord avec ce que dit Terry Gilliam. Le côté après médium, etc. Moi, sincèrement, je n'en sais rien. Je pense qu'on baigne dans un bain d'images et de sons et d'informations dont notre cerveau est littéralement noyé. Et tout ça, voilà, tout ça ressort. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire d'avoir un pont directement entre le subconscient, l'inconscient, et puis la main, et puis sans que le conscient rentre trop en ligne de compte. Dernier débat sur l'IA. Bah, l'IA, j'avais un professeur de croquis formidable qui s'appelait Jean-Pierre Saint, et qui nous disait, si vous avez le temps, faites sortir votre dessin de la page blanche comme un train du brouillard. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je génère avec des grilles, je génère des esquisses sans trop savoir, je fais des gribouillis sur la page sans trop savoir où je vais, ce que je vais faire. Et puis, en fait, il commence à se dessiner des choses et après, c'est le conscient qui va aller choisir, qui va aller sortir des lignes et commencer à dessiner des formes dans cette sorte de brouillard, de grille de graphite. L'IA fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire qu'elle génère des bruits, elle génère des nuages de brouillard, de pixels, et puis elle va les affiner, et puis elle va aller choisir dans des pétaoctets de données l'image qui va convenir le mieux et qui va permettre d'avoir la bonne lumière et le bon angle pour telle ou telle forme. Donc c'est un peu la même technique pour les IA, je pense qu'elle fonctionne un peu de la même façon, mais ça n'est pas, les IA sont juste encore une fois, j'en discutais avec Virginie Bourdin qui me fait travailler sur tous ces blockbusters et qui me disait que l'IA, ce ne sont jamais que des probabilités. Ce sont des probabilités. Donc si je te dis en finale, en définitive, les IA vont se répandre. Donc c'est ce que tu dis, elles vont se répandre, elles ont déjà commencé à essaimer et à détruire tout un tas de métiers dans le secteur économique, mais elle ne remplace pas l'acte artistique. C'est-à-dire que ton acte artistique à toi, ta démarche artistique, c'est-à-dire que on va dire, ton métier en termes de revenus mis en danger, oui. Mais ta passion artistique, c'est-à-dire l'acte de dessiner, de peindre, n'est pas mis en danger par les IA. Alors, bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que voilà, il y a se faire plaisir et avoir une carrière d'artiste et faire des œuvres uniques et puis travailler pour de la commande et travailler pour des clients, etc. C'est vrai qu'on va peut-être aller, comme on va être absolument noyé par des images qui pour l'instant se ressemblent beaucoup. C'est pour l'instant un peu des points d'achoppement de l'IA, c'est que toutes les images se ressemblent et que finalement, il n'y a plus vraiment de style, il n'y a plus vraiment de patte, il n'y a plus vraiment d'individualité. Mais à côté de ça, peut-être qu'il va y avoir une sorte de, j'espère, revalorisation de l'art et de la peinture et du dessin et je dirais de l'aspect physique de la création. Mais je pense qu'on va aller vers une sorte de séparation entre de l'art pour de la grande consommation et de l'art entre guillemets pas pauvre mais
Et puis du luxe, et puis de la grande qualité, où là, eh ben, pareil, on demandera de l'artisanat, on demandera à ce que ça ne soit surtout pas fait avec des IA, et que ce soit fait par des êtres humains. Il y a des chartes comme ça, il y a certains clients qui disent, je crois que c'est le livre de poche qui s'est refusé à utiliser des IA pour faire les couvertures de ses livres. C'est tout à leur honneur, mais encore une fois, j'ai très très peur que les lois du marché qui sont absolument voraces et carnassières tuent ça. Donc on pourrait dire que quelque part l'IA valorise paradoxalement le travail individuel fait par les humains, que c'est l'artisanat ou l'acte artistique signé. Quoi. Non, non. L'IA ne valorise rien du tout. L'IA est là pour nous détruire. L'IA est là pour détruire l'être humain. Elle n'est pas là pour valoriser quoi que ce soit. L'IA est là pour nous prendre la place des médecins, prendre la place des artistes, prendre la place des écrivains, prendre la place de tout le monde. La question est de savoir quel futur nous voulons. Est-ce que nous voulons être des légumes assistés par des machines qui pensent à notre place, ou est-ce qu'on veut rester ce qu'on est depuis, même avant nous, parce qu'on a découvert quand même la première sculpture réaliste a été faite par un néandertalien. Donc voilà, quelle civilisation et qui voulons-nous être en fait?